Un Marx et cela repart. Voilà une formule qui a déjà été utilisée, mais qu'il conviendrait à mon sens de rendre populaire dans cette ambiance de prendre Marx comme un outil. C'est ce que je propose aujourd'hui, prendre Marx comme un outil, se servir de l'outil Marx, se servir de l'outil Marx pour résoudre des problèmes. Il y a une formule connue qui est que la réponse est dans la question. Marx précise les choses. Il indique la réponse est dans la formulation de la question. Et voilà quelque chose qui est important pour nous à la PPS, analyse pratique psychosociale, analyste praticien travailleur de la santé mentale, se coltinant la souffrance dans le mental. S'attacher et prendre garde à la formulation, c'est-à-dire à la forme d'une parole, la forme d'une plainte, voilà déjà un exemple de comment lire Marx, comment travailler avec Marx nous aide comme outil. Voilà un premier repère pour bien définir le propos. La PPS, une association, analyse pratique psychosociale, n'est pas une organisation marxiste, beaucoup d'entre nous ne se définissant pas comme tels, mais tous nous trouvons un intérêt à lire Marx, travailler ses textes par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit d'un intérêt pratique, d'abord pratique et pas philosophique. Et là encore, un point à apprendre de Marx, le primat, la priorité de la pratique. Donc deux choses, le primat de la forme, le primat de la pratique, mais il y a avec cette pratique un troisième terme outil qui est celui de dialectique, qui se connecte. Il y a une priorité de la pratique à condition que cette dernière soit connectée à la théorie et qu'il y ait un mouvement entre cette théorie et cette pratique. Le but pour nous, à la PPS, dans cette démarche d'ailleurs de réfléchir sur de nouvelles pratiques pour les rapports humains, le but est bien de transformer les rapports sociaux. Et cela est certainement l'outil le plus important à dégager chez Marx. Transformer le monde, transformer les relations humaines, transformer le rapport aux autres, transformer les rapports de l'individu avec son monde, transformer ensemble. Alors voilà des questions, outils à mettre au travail. Pouvoir prendre la forme-valeur des textes de Marx. La forme-valeur est un concept qu'il a développé dans le Capital de façon très importante, associant la valeur qui fonctionne dans la société capitaliste notamment, à celle de la forme. Pouvoir se coltiner encore une fois la forme dans laquelle nous vivons, analyser les apparences, les choses ne sont pas naturelles, il s'agit de pouvoir faire un travail avec les outils de masque et d'apparence forgés par Marx, avec ceux également de fétiche, fétiche de la marchandise, et la tromperie qui est organisée ainsi et qui nous aliène. La première question à mettre au travail est certainement de ne plus interpréter, mais de transformer, ainsi que Marx l'indique dans sa 11e thèse vers Feuerbach. Alors ça a des conséquences pour la pratique en psychothérapie. Ne plus interpréter, mais transformer. Accompagner une personne dans sa souffrance dans le mental pour transformer son rapport aux autres et non pas interpréter. Mais c'est valable bien sûr pour la psychothérapie, mais pour n'importe quelle question humaine. Et on voit bien, pour reprendre le terme de fétiche que j'utilisais tout à l'heure, de fétiche de la marchandise, on voit bien l'attraction
la fascination produite par une marchandise, par le monde des marchandises, la forme valeur capitaliste et comment elle trompe. Et cela, ça se reflète donc dans les rapports sociaux, et chaque personne, finalement, qui a une souffrance dans le mental, doit pouvoir prendre en considération ce transfert du social, des rapports sociaux, vers son mental. On nous menace. Nous vivons dans le monde enchanté des marchandises, des écrans, des smartphones, et c'est fabuleux. Mais cette vie enchantée est en contradiction avec le fait que les producteurs de marchandises sont déconnectés de la propriété des moyens de leur production, déconnectés pour que les propriétaires boursiers fassent du profit. Et là, Marx a aussi cet outil important d'analyser les rapports contradictoires que nous vivons. Pour ces dictates de profit, pour ces impératifs de profit, de réalisation de profit et non de prise en compte des besoins, la réalité est que pour que ce système global de production tienne, cela ne peut se faire qu'au prix de la menace et du meurtre des potentiels d'une vie humaine. Cela nous est imposé. Et cette destruction des potentiels de vie épanouie possibles, qui naîtraient de la prise en compte réelle des besoins humains, cette destruction des possibilités d'épanouir ces potentiels provoque un mal-être évident, et on voudrait nous faire croire que cela vient du ciboulot, du désordre chimique du cerveau, ou bien encore de la bouillie oedipienne donnée à la petite cuillère. Alors ces petites sirènes doivent être démasquées dans leur idéologie. Et là, il y a un autre outil important chez Marx, me semble-t-il, c'est la critique de l'idéologie qu'il fait très tôt dans son œuvre avec l'idéologie allemande. Et j'en déduis, en ce qui me concerne, qu'on ne combat pas une idéologie avec une autre idéologie. On combat une idéologie par la pratique et par la prise en conscience que justement, ce ne sont pas les idées qui organisent le monde. Alors, c'est ce que je viens de dire concernant le cerveau, justement, je le tire, le ciboulot, comme je disais, je le tire de la postface du Capital dans sa version allemande, faite par Marx, et où il y a quelque chose d'extrêmement important comme outil qui est lié, c'est le renversement de l'enseignement de Hegel. Marx dit ainsi « Ma méthode dialectique non seulement diffère par la base de la méthode hegelienne, mais elle est en même temps, elle est même l'exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transposé et transporté dans le cerveau de l'homme. Nous avons ainsi une poursuite du texte de la critique du droit politique hegelien, faite en 1843, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Mais là, dire que l'idée hegelienne, pour Hegel, c'est le démiurge de la réalité. Le démiurge de la réalité, c'est-à-dire que c'est le Dieu de la réalité, de prendre l'idée comme Dieu. Et voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne combat pas une idéologie avec une autre idéologie.
Et ça, c'est un point important par rapport aux erreurs passées de l'histoire de l'hegeliano-marxisme. Euh, je crois que c'est vraiment un point important. Marx poursuit dans l'idéologie allemande sur un point donc aussi important qui est celui de renverser le rapport entre la vie et la conscience. Il renverse le postulat qui faisait croire aux hommes que la conscience déterminait la vie. En fonction des idées qu'ils ont dans la tête, les êtres sociaux organiseraient leurs échanges, leurs relations économiques, leur rapport au pouvoir, leur monde matériel. Ainsi fonctionne le préjugé dominant encore aujourd'hui en psychologie, en psychiatrie, mais aussi dans la vie courante. Les idées organiseraient le monde. Marx démontre le contraire. C'est le monde matériel et social qui produit les idées que les hommes ont dans leur tête. Le renversement produit par Marx est simple mais considérable. Les idées ne fabriquent pas les conditions matérielles, ce sont les conditions matérielles qui fabriquent les idées. Ce simple énoncé renverse les théories psychodynamiques actuelles. Il s'agit, comme dans l'économie politique, de faire dans la pratique métamorphose théorique d'une théorie ancienne. Et là, donc, c'est un outil essentiel pour nous, praticiens de l'analyse pratique psychosociale, que d'avoir cette boussole-là et de la reprendre avec les personnes que nous accompagnons, de travailler ensemble avec cette formule. Ce ne sont pas les idées qui organisent le monde. Alors ce renversement hegelien, ce renversement de Hegel par Marx est apparu très tôt. Il est apparu dès 1842. Et ça témoigne d'ailleurs de quelque chose de très fort chez Marx comme volonté de changer les conditions réelles. Et qu'il ne supporte plus. Ainsi, par exemple, il écrit en 1842 dans la Gazette rhénane à Arnold Ruge, l'éditeur, et il vient de subir la censure de l'État, et Marx indique dans sa lettre « Il est mauvais d'assurer des tâches serviles, fût-ce au nom de la liberté, et de se battre à coups d'épingle et non à coups de massue. J'en ai assez de l'hypocrisie, de la sottise, de l'autorité brutale. J'en ai assez de notre docilité, de nos platitudes, de nos reculades, de nos querelles de mots. Je ne puis rien entreprendre en Allemagne ici, on se falsifie soi-même. On se falsifie soi-même, et toute cette lettre vraiment forte par rapport à un combat à mener est pour moi un outil fort dans les conditions actuelles que nous vivons dans le monde occidental capitaliste. Et c'est ce refus d'une vie humaine qui ne vaudrait la peine d'être vécue socialement qui va orienter Marx dans son analyse sur ce que produisent les modes de production liés au vampirisme du capital. Il s'agit de travailler les questions des conditions de vie concrètes, les inégalités obscènes, la question de l'État capitaliste. Et tout cela va faire la richesse des outils pour aujourd'hui. Critique des apparences. Cette critique des apparences où il mêle beaucoup de poésie à son analyse scientifique. Et ça me paraît aussi un outil très important.
Marx est un scientifique, et en ce qui me concerne bien évidemment aussi en tant que médecin. Marx est un scientifique, mais il y mêle la poésie. Il arrive à faire cette connexion extraordinaire entre la poésie et la science. Et ça donne d'autres potentiels, notamment en ce qui concerne les sciences sociales, auxquelles nous sommes attachés à l'analyse pratique psychosociale. Dans son introduction à la critique des fondements du droit de Hegel, il indique sur sa critique de la religion: la religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Cette formule bien connue s'accompagne de la phrase très forte: la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. Alors voilà un outil là aussi essentiel pour nous lorsque quelqu'un vient exprimer sa plainte de vivre un mal de vivre, comment on voit à la fois l'expression de sa misère réelle, mais aussi sa protestation contre la misère entretenue par l'illusion de son rapport au monde. Là, c'était l'exemple de la religion, et que bien sûr, tout le monde a une certaine religion de sa vision du monde. C'est là justement le poids des idées et du système social qui les impose. Et donc, pour nous, cette fonction de misère, que vraiment il y a une misère et qu'il y a une protestation, est bien plus forte que celle donnée par les symptômes de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Là, c'est donc là quelque chose d'important pour moi, de souligner dans l'outil Marx aussi son outil artistique, qui se mêle encore une fois à la science. Il ne s'agit pas du tout d'opposer ce versant artistique à la science, mais de voir au contraire qu'elle donne d'autres développements possibles de la science, de la raison, en travaillant aussi son rapport à l'irrationnel. Alors ce côté artistique chez Marx, on le trouve dans sa correspondance lui-même, lorsqu'il écrit à Engels en juillet 1865, donc 2 ans avant la publication de son œuvre majeure, Le Capital. Il confie à Engels, lapsus calamiteux. Maintenant, en ce qui concerne mon travail, je vais te dire la vérité. Quels qu'en soient les défauts, l'avantage de mes écrits est qu'ils forment un ensemble artistique. Voilà sur quoi je terminerai, puisqu'il y a dans la création, dans la poésie, une question d'un art de faire, et que cet art de faire, c'est aussi ce qui doit nous pousser vers l'art révolutionnaire de changer les rapports sociaux.